Merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux de suivre ces grands magazines, la Libre Opinion, votre magazine de tout le temps, de tous les jours. Vous vous posez certainement la question, qu'est-ce qui a justifié ces petits décalages? Simplement parce qu'on devrait recueillir quelques éléments sur terrain qui nous permettraient d'accompagner, d'essayer de renforcer l'argumentaire de notre émission sur les faits et les faits socialement significatifs. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, lundi 18 septembre 2023. Au cours de la Libre Opinion d'aujourd'hui, nous allons évoquer le cas de l'audience d'aujourd'hui à la prison centrale, à la prison militaire de Ndolo, de Salomo Escadel Haïdi, excusez-moi, au cadre de Ensemble pour la République et conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui a été arrêté, ça fait plusieurs mois aujourd'hui, plus de 3 mois, je voulais dire 4 mois presque. Il lui a été reproché plusieurs infractions, mais qui ont été balayées plusieurs fois dans certaines audiences précédentes par ses avocats. Aujourd'hui, j'y étais personnellement. L'audience d'aujourd'hui venait d'être reportée remise pour le 25, parce que le ministère public voulait quand même se constituer des éléments de droit, un argumentaire juridique pour essayer de confronter l'ensemble de méthodes et techniques évoquées par la défense des Salomon, qui méritait pour le ministère public prendre le temps de le mûrir. Alors, c'est pour ces 25, mais on va quand même revenir sur les contours politiques de ce dossier avec mon invité qui est un praticien de droit. On va parler du carnage de Goma, vous le savez, plusieurs morts jusqu'à ce jour, avec une enquête clopante. On se demande où en sommes-nous avec l'enquête, la fameuse enquête instruite par le président de la République, exigeant leur responsabilité. Mais jusqu'à ce jour, cette commission semble être amorphe. Ici, on voudrait dégager à ce jour de responsabilités tant civiles, pénales, mais aussi politiques. Parce que, vous savez, il y a des responsabilités politiques qui devraient avoir ses auteurs. On va évoquer aussi la situation générale de notre pays, de la République démocratique du Congo, les sociales, l'économie, la gestion ensemble, ou la gestion globale de la situation générale de notre pays avec Félix Tshisekedi à sa tête. Je l'ai rappelé, lundi 18 septembre 2023, Louis-France Kouzike Santoti, la recteur, c'est moi, reçoit pour vous. Il n'est plus chef des travaux. Pour ceux qui le connaissaient, chef des travaux, non, il ne l'est plus. Il n'est plus doctorant, non, il est maintenant docteur en droit et de surcroît professeur d'université, maître, c'est-à-dire avocat de son état, parce que c'est une profession à laquelle il est continuellement et efficacement engagé. Il reste avocat praticien de droit parce qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la profession de droit et l'enseignant à l'université. Donc il reste professeur et avocat parce qu'il continuera à plaider pour la cause de vulnérables. Carlos Mopili, bienvenue. Merci beaucoup. La présentation, ça va? Oui, approchez-vous de vos micros. Oui, Monsieur le professeur. Oui, merci beaucoup. Je vois que c'est allumé. Oui, c'est bon, c'est allumé, mais je voulais juste vous approcher. Oui, je salue tous les téléspectateurs. Et vous aussi, ça fait un peu bail là. Très bien. Vous avez été aussi suspendu. Bon, c'est ça les Congo. Voilà, alors je voudrais rappeler ici de temps en temps, monsieur, quand vous venez, la première des choses, c'est vous occuper des micros. On ne peut pas venir ici commencer à faire la comédie. Hein? Le travail de technicien, c'est veiller sur le micro. Mais enfin. Voilà, j'étais disant, monsieur le professeur, bienvenue sur ces plateaux de la Libre Opinion. Merci d'avoir accepté cette invitation. Depuis que vous êtes devenu professeur d'université, on n'a pas échangé. Oui, j'aime venir ici parce que vous voyez que c'est la qualité. La profondeur. Vous faites vraiment, vous me faites sortir la matière. C'est ça. Si vous, moi, j'exploite votre cerveau. Oui, vous amenez les échanges à un haut niveau. Très bien. C'est ça. Ce qui est important, c'est d'abord la science. Très bien. Nous allons imposer la science. Très bien. Dans le débat politique. Très bien. C'est ce qui est important. Voilà. Faut appliquer la science. Koya katena ba débat oyeka boyo no ayiba kiba azana bana misatu na ngiringiri. Oh ayiba ndakwa batu. Oh azana mwasi moko boya uti ko boya ye. Oh non. Ça ce n'est pas nous. Non, c'est les cerveaux. Donc on fait tourner les cerveaux
On enseigne ceux qui sont à la maison, on se complète. Et voilà les sens et les contenus qu'on devrait donner à chaque programme télévisé pour les étudiants, les générations à venir. Dans chacune des missions, il faut un enseignement. Alors, professeur de droit, avocat, j'étais disons. Je voudrais d'abord que nous puissions rentrer du côté de la régie, prendre une vidéo. J'ai été touché par le premier mot de Salomon Iscadela, qui revient sur, parce que je rappelle ici, ça fait quelque temps que Salomon a été admis à des soins dans un centre de la place. Il a comparu comme malade, en dehors de la volonté de ses médecins. Et il a comparu, mais il avait quand même placé 2-3 petits mots avant que sa défense ne prenne la direction de l'audience. Alors, je voudrais rentrer du côté de la régie, prendre le petit morceau de la vidéo. Alors, on me signale que la vidéo n'est pas encore prête. On va d'abord prendre Carnage à Goma. Je veux vraiment que nous puissions entrer dedans parce que depuis que cette affaire a commencé, il y a un problème sérieux. Maître Carlos Mopili, un problème sur la chaîne des responsabilités pénales entre ceux qui ont commandité, ceux qui ont exécuté et ceux qui ont accompagné l'exécution. Il y a un problème. Je vais vous donner 3 minutes. Comme chercheur et enseignant en droit, enseignant de droit, dire aux Congolais, si des milliers, une centaine de Congolais sont morts à Goma par un massacre, avant de revenir sur les textes, parce qu'ici, je rappelle que vous êtes chercheur en droit international et vous avez une spécialisation dans la doctrine de droit pénal international, vous avez un point de vue cohérent en la matière parce que nous allons associer le statut des Roms pour essayer de qualifier les faits répréhensibles commis à Goma avec leurs auteurs conformément à la compétence de la Cour pénale internationale si procès il y en aura un jour. 3 minutes avant de revenir sur les textes, le statut des Roms, quelle lecture de droit avez-vous à ce jour sur la responsabilité pénale de massacre, de carnage de Goma? Oui, merci beaucoup. Bon, vous savez qu'en étant avocat, nous sommes un peu encadrés. Il y a le bâtonnier. Pour parler comme avocat, il faut toujours l'autorisation. Alors, je parle comme défenseur des droits de l'homme. Défenseur des droits de Je suis l'homme. point focal Kinshasa de la Coalition nationale pour la CPI. Très bien. Et comme professeur d'université. Attendez. Là, représentant de la coalition. non, je suis point focal Kinshasa de la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale. Ok. Donc, vous êtes pour mieux le dire sociologiquement, un représentant de la Cour pénale internationale quand il s'agit d'analyser. Non, pas déposer les actes de procédure, mais analyser. Nous sommes une société civile qui travaille avec le bureau du procureur dans le cadre de la sensibilisation sur la prévention de la commission des crimes relevant de la Cour pénale internationale. Donc, vous avez aussi des conseils à donner à la Cour sur l'opportunité ou non de sa saisine sur certains faits dans notre pays. Pas nécessairement, nous travaillons pour sensibiliser, pour vulgariser les textes auprès de militaires, de décideurs, pour éviter de commettre les crimes de masse. Voilà, c'est là où nous sommes par exemple. Voilà, allez-y. Cette émission, je viens vers vous parce que toutes vos émissions ont été toujours pédagogiques. Très bien, merci beaucoup. Ce qui s'est passé à Goma, c'est vers 4 heures d'ici, 5 heures de Goma, que moi j'étais déjà, les services de monitoring nous ont fait informer que il y a les fidèles d'une secte religieuse qu'on appelle Ouazalendo et qui préparaient leur manifestation pour demander à la MONUSCO de dégager. Et vers 4 heures, il y a eu déjà les coups de détonation, des bombes, des obus et des crépissements de balles. Donc, ici, on ne parle pas de manifestants qui ont été massacrés, parce qu'ils n'étaient pas encore des manifestants, ils étaient dans un local enfermé. Oh, ils n'étaient pas encore des manifestants. Ils n'étaient pas encore des manifestants. Très bien. Alors, ils étaient immobiles dans un local
en train de prier, si c'est déjeuner, tout faire. Et c'est là qu'ils étaient encerclés et le carnage a eu lieu. Très bien. Donc, dans ce cas, il faut interroger le régime. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte des crimes de masse. Crime de masse. Crime de masse. Et lorsqu'on est dans le crime de masse, nous sommes dans le crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Très bien. Et dans notre pays, nous avons ratifié en 2002 les traités de statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui a fait que nous soyons les 60e État et nous avions donné la mise en place de la CPI. C'est notre ratification qui a Donner pouvoir à l'existence. c'est-à-dire au démarrage de la CPI. Très bien. La RDC. Nous étions aussi le premier État à envoyer nos ressortissants pour être jugés à la CPI. Et c'est encore les Congolais qui étaient le premier à être condamnés par la CPI. Alors, au-delà de ça, comme traité, vous savez que lorsqu'il y a un traité ratifié, ça fait partie déjà de l'arsenal juridique interne d'un État. Mais au-delà de ce traité, nous avons aussi la loi de domestication des statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Très bien. Dans notre pays. Ce qui fait que, lorsque nous avons un cas de crime de masse, la justice congolaise, militaire ou cour d'appel, doit travailler avec deux régimes. Le régime du code pénal militaire et le régime de la loi de la domestication des statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Mais ce que déjà nous constatons, que sur terrain, la justice militaire n'utilise que un seul régime, c'est-à-dire le code pénal militaire, alors que nous sommes en face de crimes de masse. Déjà, nous disons que le coup d'envoi judiciaire est maladroit. Très bien. Alors, pourquoi nous le disons? Tout simplement parce que les choses devraient être claires. Un, parce qu'il y a eu crime de masse et que, sans débat, nous tombons déjà dans ce qu'on appelle crime de génocide et crime contre l'humanité. Donc, ce sont les deux crimes qui relèvent de la compétence internationale. Et lorsque nous sommes en face de deux crimes, crime de génocide, crime de masse, vous allez lire pour savoir si vraiment nous disons la vérité. Très bien. Je vais prendre là une disposition. Je vais vous compléter. Vous voulez que je vous complète ou que je prenne ça, les dispositions vous vous lisez le... Attention, ça risque de tomber. Ok. Crime. C'est l'article 5. Voilà. Point 1, c'est ça? Oui. Crime relevant de la Cour pénale internationale. La compétence de la Cour est limitée au crime le plus grave qui touche l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants. 1. Les crimes de génocide. Voilà. 2. Les crimes contre l'humanité. Voilà. 3. Les crimes de guerre. 4. Crimes d'agression. Voilà, lisez maintenant la définition des crimes de génocide pour savoir si ce qui s'est passé à Goma, ça peut être qualifié comme crime de génocide. Article 6. Crime de génocide. Au fin du présent statut, on attend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. Vous pouvez vous limiter là. Ah, je peux me limiter. Donc, là. vous voyez que il y a ça crime exactement dans l'esprit de l'article 6, point A de la Cour pénale internationale. des statuts de Rome de la Cour pénale. Ce qu'on appelle crime de génocide. Lorsqu'on veut détruire en partie ou en totalité un groupe national, ça peut être religieux, ça peut être social, ça peut être politique. Par qui? Et en commettant quel acte? Le meurtre, on est dans le crime de génocide. Maintenant d'autres lots pour l'inviter aussi. Dans le crime de génocide.
Et c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je vais que nous maintenant commencer. Ces groupes nationaux-là, c'est les Wazalendo, qui est une secte religieuse. Ici, bien défini. Ouais. Voilà. Et vous voyez comment on vous dit à l'article 5. C'est que lorsque... Non, vous aviez commencé par là. J'ai déjà lu. Ouais. Vous savez que quand on parle de crimes, c'est au-delà d'une infraction. Parce que ça vexe la communauté mondiale. On dit la communauté internationale. C'est-à-dire, l'infraction vexe la communauté nationale. Donc ça va au-delà de la communauté nationale. C'est toute l'humanité, c'est la conscience de toute l'humanité qui est vexée. C'est pourquoi on appelle le crime international. Alors, ça c'est par rapport au crime des génocides. Attendez, je vais recadrer pour... Enfin, je vais résumer pour ceux qui sont à la maison. C'est que les actes posés à Goma, des répressions, sont des actes qui relèvent effectivement de la compétence de la Cour pénale internationale en vertu de l'article 5 et 6, notamment les crimes de génocide. Des génocides. Et les responsables, les auteurs sont poursuivables par devant la Cour pénale internationale. Non, on y arrivera au niveau des responsabilités. Très bien. Allez à l'article qui suit. Crime contre l'humanité. Et vous êtes rare de les faire au Congo. Très bien. Voilà. C'est l'article 7. Voilà. Crime contre l'humanité. Au fin du présent statut, on attend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. A. Meurtre. Vous pouvez vous limiter là. Donc il y a crime contre l'humanité. Lorsqu'on a planifié une attaque généralisée, qu'est-ce qu'on appelle attaque généralisée? Très bien. C'est-à-dire une attaque contre une catégorie sociale. Lorsque, par exemple, on vient pour abattre les gens dont les noms sont déjà énumérés, là, il n'y a pas de crime contre l'humanité. Ok? Lorsque, par exemple, un garde du corps d'un président, il allume le feu et il tue même 100 personnes, il n'y a pas de crime contre l'humanité. Il y a infraction. Très bien. Mais il y a crime contre l'humanité. Il faut que cette attaque soit planifiée. C'est-à-dire, au niveau de l'état-major, on a planifié que non, nous irons tuer les fidèles de Wazalendo. Maître Carlos Mopini, attendez, je vais jeter, parce qu'ici, il faut toujours une interaction. Évidemment. Pour essayer d'aider les gens. Déjà, la planification ici au niveau de l'intention. Quand est-ce que vous ou la CPI arriverez à identifier la planification, les caractères planifiés d'un acte dont vous n'avez pas participé dans la planification? Comment vous arriverez à identifier? Oui, c'est la circonstance de meurtre. La circonstance. La circonstance. Vous savez, même au niveau du code pénal interne, on parle de différence entre l'assassinat et le meurtre parmi l'homicide. Ce que je disais, par exemple, vous êtes, il y a le cortège, par exemple, du président qui est en train de passer. Et qu'il y a les militants de la Mouka qui commencent à jeter des pierres. Et il y a un militaire, un garde du corps, très en colère, qui ouvre le feu. Et il tue 100 personnes. Vous voyez que ça n'a pas été planifié. Mais ici, par exemple, selon les informations que nous avons, les Wazalendo sont en prière. Vous venez, vous vous déplacez. Vous avez des armements lourds avec des munitions. Alors qu'on sait que là où les munitions dorment, et tout. Et vous venez. Vous savez que nous allons procéder par comme ça. Nous allons encercler comme ça. Là, il y a une planification. Ok? Et lorsqu'on parle d'une attaque généralisée, c'est-à-dire une attaque qui ne vise pas individuellement le gens, mais plutôt une catégorie sociale. C'est-à-dire, tout celui qui est là, qui est fidèle de Wazalendo, lorsqu'on le voit, il faut l'attaquer et cibler. C'est ça. C'est comme on dit, nous allons attaquer les étudiants. Là, c'est une attaque généralisée. Nous allons attaquer tout celui qui sera dans le studio, par exemple, SML 13. Ça, c'est une attaque généralisée. Nous allons attaquer les manifestants, par exemple, du PPD. Ça, c'est une attaque généralisée. C'est-à-dire, on n'a pas ciblé individuellement le gens. On a ciblé une communauté. Voilà. Là, il s'agit de crimes contre l'humanité. Moi, je pose une petite question. Oui.
quelqu'un charge son arme Oui. aux côtés d'une université ou aux côtés d'une école, je ne le souhaite pas. Les enfants en train de sortir de l'école. Comme par mégarde, 50 élèves ou 50 étudiants touchés. Voilà. Par une grenade ou bien par quoi? Par une arme de feu. Une arme, oui. Est-ce que ça doit être... Comment il faut maintenant qualifier ça en termes d'une attaque généralisée, ciblée, individuelle? Ça peut se passer comment? Donc ça, c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Bon, parce que vous dites qu'il n'avait pas planifié, il a mis par mégarde. Vous avez utilisé par mégarde. Mégarde, oui. Ouais, ouais. Mais une bonne catégorie ou une communauté Oui. Ce n'est pas le nombre, Victime. ce n'est pas le nombre. qui compte. Oui, mais les éléments qui constituent le crime contre l'humanité, je disais, il faut qu'il y ait une planification Très bien. et que cette attaque soit généralisée et systémique. Très bien. Voilà. Donc déjà, vous voyez que pour ce qui concerne les crimes de génocide, ça peut être retenu. Et crimes contre l'humanité, là, c'est indiscutable. Donc, déjà, quand vous êtes en face de crimes de masse, c'est-à-dire des crimes relevant de la CPI, maintenant, on revient maintenant à votre préoccupation sur le responsabilité. Alors, D'abord, Maître Carlos Mopili, sur ces deux catégories de crimes relevant de la CPI, oui. lequel des crimes répond au carnage de Goma? Crime de génocide ou crime contre l'humanité? Le 2. Le 2. Le 2. D'ailleurs, on se réserve. Si on peut encore, si le ministère public peut être encore très très sévère, il peut même retenir les crimes de guerre. Mais on se réserve, hein, parce que c'était les Ouazalendo, ils étaient là, hein, ils étaient là, Non armé. non armés, même s'ils pouvaient avoir des armes, ok? Mais quand on parle du droit de la guerre, quand est-ce qu'on tire sur l'autre? Ok? Il y a ce qu'on appelle la discipline des tirs. Ce n'est pas parce que vous voyez les ennemis sont là, Vous les tirez. même s'ils peuvent avoir des armes, mais s'ils font doivent d'abord les mains, représenter une s'ils menace. font les mains, on ne peut pas tirer sur eux. Ok? Si vous tirez sur eux, vous commettez les crimes de guerre. Très bien. Donc, et Je vais entrer maintenant sur des responsabilités. Merci. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à suivre ces magazines pédagogiques au même moment. Pour les étudiants, ça vous profite parce que ici, c'est comme une université à miniature. Ça vous aide à avoir l'idée. Et tous les scientifiques, tous les communs des mortels, vous avez le droit d'être informés de cette situation. Professeur Carlos Mopili, il y a un grand débat sur la responsabilité pénale, civile et politique des actes commis à Goma. Je vais encore vous redonner 3 minutes. Cette fois-là, en dehors de l'analyse, parce que ici, il y a un commandant suprême qui s'occupe de l'armée. Ça, c'est sur le plan sociologique. C'est une compréhension sociologique. Un commandant suprême qui a la responsabilité politique de l'armée et de la police, et de surcroît, un président de la République qui est gardé par la garde républicaine. Passez-moi cette petite pathologie. Alors, on a besoin de savoir, dégager clairement la responsabilité du président de la République. À quel niveau se situe-t-elle? Parce qu'ici, vous avez parlé de la compétence de la CPI et de la hiérarchie de l'armée et des auteurs directs qui ont commis ces actes-là. En tout cas, je vais vraiment vous donner la parole, mais tout en identifiant chaque acteur avec sa part de responsabilité pour que le Congolais soit clarifié. 4 minutes si vous voulez. ok, merci. D'abord, je commence par la responsabilité politique. Très bien. Et là, je vais me référer avec la méthode historique. Méthode historique. Monsieur le DG, lorsqu'on parle de droits humains et que vous êtes président de la République, il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas devenir président de la République ou faire la politique sans maîtriser l'histoire politique du Congo. Très bien. Le roi Léopold II, pour prendre le Congo, arracher le Congo entre les mains des rois Tipo, les sultans Tipo, tous les négriers, il a utilisé les droits de l'homme. Et avec son asbel,
Association internationale du Congo. C'est les droits de l'homme qui a donné au roi Léopold ce Le Congo. pouvoir. Donc il va lutter contre la traite négrière et c'est-à-dire mettre fin à l'esclavagisme et puis combattre les épidémies. Mais le même Léopold, le roi Léopold, il sera chassé comme un chien. Vous voyez encore des documentaires. Lorsque son cercueil, s'il faut dire, est jeté, ioué, en pleine Bruxelles. C'est un journaliste. Il faut saluer les journalistes. Edmond Morel, de l'origine des pays de Galles, comme Estalé, qui publie un livre qui dit Caoutchouc rouge. Et il accuse Léopold II d'être auteur de 10 millions de morts. Premier génocide occulte. Léopold II, qui sera responsabilisé, il n'a jamais foulé les sols du territoire congolais. Vous comprenez ça? Nous sommes dans la méthode historique. Très bien. Le roi Léopold II n'a jamais foulé les sols congolais. Mais les génocides commis par les colons belges, comme celui qui a tué Bakanja, il n'était même pas un administrateur de l'État. C'était un commerçant, un opérateur économique. C'est celui qui a tué Bakanja. Mais tout ça, c'était sur les dos Du roi. qui n'a jamais été au Congo. Première chose. Attendez. Nous passons. Donc il a porté des responsabilités, des actes non seulement commis par lui et d'un pays dont il n'a jamais foulé les pieds, mais par le fait d'avoir été roi à distance. Évidemment. Très bien. Au niveau de la responsabilité politique. Voilà. Très bien. Deuxième, Mobutu prend le pouvoir. Non, avant Mobutu. Lumumba, premier gouvernement. Lumumba, pour mettre fin à la sécession, Là, vous parlez des cas jurisprudentiels, politiques. Non, je parle de responsabilité politique, mais avec la méthode historique. Historique, très bien. Je démontre comment Léopold II est passé, avec les droits de l'homme toujours. La CIA, pour éliminer Lumumba, qui était porté par la société civile américaine et occidentale, va trouver un messie, un pion, Mobutu. Lumumba fait l'erreur, il confie Mobutu un régiment pour aller mettre fin à la sécession sud-kassaïenne. Lumumba dit, moi j'envoie déjà, j'ai donné tous les moyens au colonel Mobutu pour mettre fin à la sécession. Mobutu arrive, il va mater la sécession. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des femmes enceintes et les enfants, les enfermer dans des cases et il va les brûler vifs devant les caméras. Et on lui pose la question, il répond, il dit, je ne suis qu'un soldat, j'exécute les consignes de mon hiérarchie. Et l'hiérarchie, c'est qui? C'est Lumumba. Le lendemain, les journaux sont sortis, Lumumba génocidaire. On réveille un conflit des temps de Ngongolo Tete entre les Tetela et les Baluba. Lumumba génocidaire. Et c'est là que Kasavubu aura la fenêtre pour déchoir Lumumba. Nous passons. Mobutu prend le pouvoir. On va lui fabriquer cette histoire de Matiti Mboka. Lititi Mboka. Lititi Mboka. Kouadia, le gouverneur, l'IDPS dans l'opposition, et l'IDPS va faire beaucoup de bruit jusqu'à ce qu'on nous frappe même l'embargo pour affaiblir Mobutu, en fait que l'AFDEL entre. Mouzé Kabila prend le pouvoir. C'est pour chasser Mobutu, l'auteur des violations des droits de l'homme. Mouzé prend le pouvoir. Mouzé refuse de signer les contrats avec Amfi, Tenke Fungurume et Saramabila Namoe, avec Bandero. Qu'est-ce qu'on fait? On lui amène une enquête de Bamaro, à côté de Kisangani là, au massacre de Hutu. Et Mouzé dit, explique-moi comment vos enquêteurs seront en mesure de différencier que ça, c'est l'os d'un cadavre Hutu, tué comme ça par la balle de Tessie, tout consort. C'est flou. Donc, ils ont toujours utilisé les droits de l'homme
pour se servir. Ça, c'est parler de responsabilité politique. Maintenant, je termine en 1 minute sur la responsabilité pénale. Non, avant d'entrer. Oui. Avant d'entrer. À ce jour, le yeux dans les yeux, qui porte la responsabilité politique du carnage de Goma? Les auteurs. L'actuel roi Léopold II, l'actuel président Mobutu, l'actuel président Kasavu, Mobutu, c'est qui? C'est le président Fachi. C'est lui qui porte la responsabilité politique. Alors, je voudrais d'abord, c'est très important ce qu'on dit, et puis avant de descendre. Quelle est la procédure de répression d'un auteur d'une infraction, enfin, d'un auteur ayant la responsabilité politique? C'est quoi la procédure de répression? Comment il peut être poursuivi quand on est auteur quand vous portez la responsabilité politique? Quelle est la juridiction qui est habilitée à vous poursuivre et quelle est la procédure? Merci beaucoup. Vous voyez comment vous montez. Là, je suis à l'aise. Là, vous touchez parce que les faits sont qualifiés de crimes de masse. Et je vous dis, la justice devrait utiliser maintenant, premièrement, la loi de la domestication des statuts de Rome de la CPI. Allez-y. Là, on ne poursuit pas les ministres frétins. On ne poursuit pas les officiers du rang d'exécution. Mais on poursuit les chefs hiérarchiques ou le supérieur, non, les chefs militaires ou le supérieur hiérarchique. C'est seulement les gros poissons qu'on poursuit. Premièrement. Et quand on le poursuit, l'instruction ne peut pas souffrir d'obstruction de privilèges ni des immunités juridictionnelles. Au nom du principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Là, vous pouvez lire l'article 20. Article 20. Non, c'est là. Là, vous avez. Et monsieur Lengue, ça c'est 28. Là c'est 28. 28, là, il y a le chef militaire. Oui, de la responsabilité. Que je lise l'article 20 ou 28. Qu'est-ce que vous me proposez? Que je commence par... Là, ce que vous avez à mettre, c'est 28. Ça parle de quoi? Ça parle de la responsabilité des chefs militaires et autres. Et voilà, vous pouvez lire ça. Très bien. Article 28, c'est le statut de Rome. Oui. Ceux qui sont à la maison peuvent vérifier avec moi. Outre les autres motifs de responsabilité pénale, au regard du présent statut pour les crimes relevant de la compétence de la Cour, A. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif. Voilà. Ou sous son autorité et son contrôle effectif, selon les cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé les contrôles qui convenaient sur ces forces dans les cas où, je voudrais terminer, ces chefs militaires ou cette personne savait ou en raison de circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et ces chefs militaires ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Vous pouvez répéter la phrase là, il n'a pas pris de mesures nécessaires pour empêcher. Ces militaires ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et c'est tout un alinéa. Évidemment, merci. Et raisonnable qui était en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Voilà. Au verso. Non, c'est pas encore terminé encore. Je vais continuer à lire. Non, c'est déjà écouté. Voilà, là c'est comme je prends. Oui. Maintenant, là on parle des principes, maintenant des défauts de pertinence de la qualité Je prends officielle. quel article?
Toujours la suite ou bien Non, là, en bas. l'article 26. Le 26. Voilà. Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans. Non, non. Non. Là en bas. J'ai souligné là en blé. Ici, Voilà. ok. Défaut de pertinence de qualité officielle. Voilà, c'est-à-dire quoi? Excusez-moi. Pour ceux qui... Non, mais bananda vous avez que. Balingi olo baboya. Ozana batu, bateau, élément, bazana compétence na yo. Sous votre autorité. Bazana pouvoir na yo. Yo, aussi soin. Yako zaba disposition te yako pekisa bango basala eloko wana ou osa la fois yako za l'informer te ya makambo balinga yiko sala ou encore ozalaki informé mozuta ya kolobela na bato yo te baza compétent ya empêcher ya kokanga bato wana, c'est-à-dire oza chef moko défaillant do yo oza na yo incompétent bato baza na compétence na yo ozo contrôler bango te. Donc na lingala il faut comprendre, je saurais pas faire une traduction littéraire, mais en esprit c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, parce que la plupart de ces gens, parce que la plupart de ces chefs militaires et de ces supérieurs hiérarchiques sont des grandes autorités qui sont couverts des immunités et des privilèges de poursuite. Le statut de Rome de la CPI ne reconnaît pas ça. C'est ce qu'on parle. C'est maintenant ce que vous voulez lire. Ah, c'est ce que je veux dire. Très bien. Défaut de pertinence des qualités officielles. Voilà. Vous pouvez expliquer ça comment? Lisez, c'est ça l'explication. Ah, c'est ça l'explication. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membres du gouvernement ou d'un parlement, des représentants élus ou d'agents d'un État, oui, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que tel un motif de réduction de la peine. Voilà. Les immunités ou règles des procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Très bien. C'est-à-dire, vous voyez que notre procédure ici, ou bien je suis chef de l'État, il faut que les congrès se réunissent pour me lever des immunités. Oh, moi je suis ministre, il faut attendre session ordinaire, extraordinaire, lever des immunités. Oh, je suis chef de l'État. Alors, ce qui est au niveau des responsabilités, oui, c'est les chefs militaires. Il faut organiser la bénédiction à Bouye. Évidemment. Il faut tout ça là. Attends-moi deux fois, une fois les 2 semaines, hein, pour essayer de mettre à jour. Mais si vous ne le faites pas, qui le fera? Alors, donc, le statut de Rome est clair, tel que c'est domestiqué dans notre loi interne aujourd'hui. Très bien. Que lorsqu'il y a de crimes de masse, le ministère public, l'auditeur général, il devrait d'abord s'interroger qui est le chef militaire dans le cas ou dans le contexte des crimes de masse à Goma contre les Ouazalendo. Très bien. C'est qui un chef militaire? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le chef d'état-major général? Est-ce que c'est le commandant de la garde républicaine? Est-ce que c'est le gouverneur militaire du Nord Kivu? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on doit rechercher. Alors, on interroge maintenant le texte interne. Très bien. Ça s'est passé à Goma. Nous sommes dans le régime spécial, état de siège. L'état de siège, lorsqu'on étudie les droits constitutionnels en France, d'ailleurs c'est le plein pouvoir, article 16 de la Constitution française. Mon professeur de droit constitutionnel définissait le plein pouvoir. C'est la période exceptionnelle où la Constitution consacre la dictature du président de la République. Très bien. Lorsque une dictature constitutionnalisée. Constitutionnalisée. Très bien. Et
du fait que la dictature est constitutionnalisée, tout ce qui arrive, c'est lui qui répond, c'est le président de la République. C'est pourquoi Kabila avait refusé de chasser les M23 sous le régime de l'état de siège. C'est un élément très pertinent que j'ai retenu. Période d'exceptionnalité constitutionnelle, voilà, consacrant ou légalisant la dictature du chef de l'État. Évidemment. Et que pendant cette période, c'est le point de vue du président, ce sont les positions du président qui priment sur le loi du pays. Oui. Et en ce moment, en cas de dérapage, il est le premier répondant. Évidemment. À partir du moment où les lois du pays ont été suspendues. Évidemment. Par... Toutes les institutions politiques provinciales ont été suspendues et sont substituées par les individus qui sont des hommes de confiance du président de la République. Parce que le président de la République, par l'ordonnance qui nomme les gouverneurs et vice-gouverneurs militaires, maire de Goma, et ainsi de suite. Alors que les gouverneurs civils et les députés provinciaux sont dans le vestiaire aujourd'hui. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ça tout remonte au président de la République. C'est pourquoi le président Joseph Kabila, à l'époque, il avait peur de décréter l'état de siège ou l'état d'urgence. Parce que, en chassant les M23 avec le général Baouma et le colonel Mamadou Ndala, s'il y aurait des crimes, c'est Kabila qui allait répondre. Alors Kabila, par peur, parce que vous savez que c'est un politologue qui aime trop le droit international public, il était un peu prévoyant pour dire que non, si j'ose et qu'il y a quelque chose qui arrive, ça retombe sur moi. Ça retombe sur moi. Donc je maintiens les institutions civiles, mais je combats l'agression sans état de siège. Voilà, première chose. Donc, on est dans le régime spécial de l'état de siège. Deuxième, l'unité qui a commis ces carnages, ces crimes de masse, c'est la garde républicaine, qu'on appelle JR, mais c'est GR. Ok? La garde républicaine n'est pas une unité de FARDC mise en détachement à la sécurité présidentielle, comme certains de vos confrères le disent. Non. Les éléments de la garde républicaine sont recrutés, formés sous la barbe du président de la République. C'est une unité rattachée directement au président de la République. Pas rattachée. On peut dire même que c'est une milice constitutionnelle du chef de l'État. Milice constitutionnelle. Du chef de l'État. Depuis Mobutu, quand Mobutu recrutait la DSP... Et de par le monde. Hein? Oui. C'est ça. C'est par le monde. C'est par le monde. Donc, ce n'est pas dire que on veut avoir un régiment de la garde républicaine, on va d'abord laisser les chefs d'état-major recruter, former, et puis on prend les gens, on les envoie. Non. C'est le président lui-même qui choisit. Et souvent, dans les cas d'espèce, quand le président arrive, quand il choisit, souvent il recrute parfois dans leur province d'origine, tout comme ça. On forme des gens liés à sa personne. À sa personne. Alors. Mais c'est une unité, pourtant, excusez-moi, monsieur le professeur, c'est une unité qui échappe à l'organisation militaire de la République. Oui, non, c'est-à-dire, lorsqu'on est dans la garde républicaine, ils ont des autorités. Il y a l'autorité technique et l'autorité administrative. L'autorité administrative, là aussi, bon, c'est un peu relatif, c'est l'état-major général. Très bien. Mais l'autorité technique, c'est-à-dire opérationnelle, c'est le président de la République. Parce que quand on voit un élément de la garde républicaine, on voit directement le président. C'est le président de la République, ses invités ou ses membres de la famille. Et ces gens, ils ont une autre discipline et une autre idéologie, c'est-à-dire des vrais où ils ont. Ils ont la garde républicaine, les éléments de la garde républicaine. Vous parlez de la discipline. Ils devraient avoir une discipline ou ils ont la discipline? C'est-à-dire, ils ont la discipline, ok? Autre que les autres. C'est-à-dire quoi? Parce que si on n'allait pas voir ça. Non, dans quel sens que j'ai dit? Lorsque on est
caporal de la garde républicaine, on est en train de régler la route parce que les invités du président vont passer. Et vous demandez à tout le monde de s'arrêter. Même un colonel se présente. Vous ne pouvez pas lui obéir. C'est ce que j'ai dit, une discipline un peu particulière. Contrairement à d'autres unités. Parce que quand ils agissent, c'est au nom du commandant suprême. C'est pourquoi l'article 10 de la norme qui régit la garde parle que les chefs, c'est-à-dire l'autorité d'opération, c'est le président de la République lui-même. Donc, ça, c'est deuxième chose, ok? Maintenant, ceux qui sont jugés là, et ils sont jugés sur base, pas de la loi de la domestication des statuts de Rome, mais ils sont maintenant jugés sur base de code pénal militaire, pour des choses. Parce que dans le code pénal militaire, ou dans le règlement militaire, on demande à partir des sous-officiers de désobéir à tout ordre illégal. C'est ce qu'on appelle la discipline baïonnette. Théorie de la baïonnette intelligente. La baïonnette intelligente qui refuse d'obéir à son maître. Donc un officier bien formé, si on lui dit, vous êtes officier de la police, va disperser ou bien va tirer sur les manifestants, il doit dire, monsieur le gouverneur, ça c'est un ordre illégal. Mal donné. Oui, oui. Donc, et ils n'ont pas appliqué cette théorie de la discipline baïonnette. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la discipline de tir. Quand est-ce qu'il faut tirer? On ne tire pas n'importe comment, ok? Donc, c'est là qu'ils répondent, ok? Ils répondent, c'est-à-dire eux répondent selon le code pénal militaire, ok? Ordinaire. Mais les chefs hiérarchiques, jusque-là, ils n'ont pas encore répondu. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour protéger le chef militaire ou le supérieur hiérarchique, on devrait faire une instruction, même théâtralisée. L'auditeur général pouvait inviter ou pouvait se déplacer pour verbaliser, par exemple, le président de la République, verbaliser, par exemple, le commandant de la garde républicaine. Sur base de quel texte? Mais c'est ce que je vous ai dit, les textes que vous lisez ici, la loi de la domestication. Parce que ici, comme il y a eu de crimes de masse, on ne poursuit d'abord que le chef militaire. Attendez, nous allons récapituler un peu. Oui. Nous allons faire quelques condensés de textes tenant compte du statut et de la procédure de poursuite du président de la République de par la loi, enfin le droit positif congolais. Okay. La Constitution prévoit la procédure de poursuite du président et l'ensemble d'infractions poursuivables commis par le président de la République. Je crois que c'est l'article 200 et... enfin non, pas 215. 165, 166. Ouais, voilà. Ouais. Mais parmi les infractions pour lesquelles le président peut être poursuivi ou entendu par un procès verbal, on n'a pas repris cette infraction de crime de masse. Alors, quelle est la procédure qui crée le soubassement de ces procès verbaux par le président de la République? Et cette procédure, nous pouvons la qualifier de comment? Parce que la Constitution ne l'a pas reconnue. Très bien. Vous voyez même dans la loi la loi portant statut des anciens présidents. Oui. Ils sont exonérés de toute poursuite pénale. Ok. Mais sauf le crime qui relève du droit international pénal. Parce qu'il faut faire la part des choses entre le droit pénal international et le droit international pénal. Nous avons l'article 215 de la Constitution. Qui dit que les traités dûment ratifiés ont la primauté sur les lois internes. C'est-à-dire quoi? Et vous aviez lu là les défauts de pertinence de la qualité officielle. On vous dit ceci, les immunités, les privilèges de poursuite. Lorsque par exemple la Constitution prévoit que pour ouvrir une action judiciaire contre le président, il faut que le président ait 3 mois. 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 3 mois
le procureur près la Cour constitutionnelle doit d'abord obtenir l'autorisation du Congrès. Ça, c'est ce qu'on appelle les privilèges des poursuites. Mais là, on vous dit, tout ça, lorsqu'il s'agit de crimes, on ne tient pas compte. Des masses, ça tombe. Mais qui a qualité de verbaliser le président en cas de ces crimes-là? Mais c'est le ministère public. Là, on vous dit quoi? On vous dit, tout le monde est traité d'égal. C'est ce que vous aviez lu là. Tout le monde est traité d'égal. Excusez-moi, monsieur le professeur. En dehors de la Cour pénale internationale, oui. Est-ce qu'il y a une juridiction qui peut faire office d'un des départements ou d'un des services de la Cour pénale internationale pour verbaliser le président en vertu de l'article 27? Oui, mais c'est ce que je vous avais dit. Oui. D'ailleurs, dans la loi portant domestication des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, le crime de masse doit être connu devant la Cour d'appel. Très bien. C'est la Cour d'appel aujourd'hui qui est compétente pour connaître tout ce qui est crime de masse, crime qui relève de la CPI. Et, bon, même si on n'a pas encore transféré à la Cour d'appel, mais c'est devant les juridictions militaires. Mais si c'est devant les juridictions militaires, le ministère public, c'est-à-dire l'auditeur, ok, lorsqu'il instruit les dossiers, comme c'est le cas, il a le pouvoir d'instruire, d'attendre tout le monde. D'abord le chef militaire ou le supérieur hiérarchique, sans connaître l'obstruction de la procédure pénale ordinaire qui évoque les cas des immunités ou des privilèges de poursuite. Seulement pour ce qui concerne le crime qui relève de la compétence de la CPI. Très bien. Merci. Ah, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Vous suivez Libre Opinion, votre magazine. Nous allons cliquer Clopin pour faire la lecture combinée. Parce que la seule question, c'est quoi? Oui. La CPI, c'est une juridiction de complémentarité. Très bien. Ce qui, si la juridiction interne n'est pas capable, ou se sent limité, de se saisir de ces chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques, c'est là où la CPI intervient en termes de principe de complémentarité. Et c'est ce qui fait que beaucoup de profanes disent toujours que non, la CPI devient la cour pour les Africains, mais pourquoi pas pour les Blancs? Non, chez les Blancs, même si vous êtes président de la République, même si vous êtes général, vous serez jugé parce que leur justice est indépendante. Ok? La justice est forte. Mais c'est en Afrique où les politiciens sont au-dessus de la justice. C'est pourquoi la CPI... On a créé une juridiction au-dessus de la juridiction interne pour essayer de compléter en aide. Oui. Et pourquoi nous disons il y a le crime de masse qui vexe l'humanité. L'humanité veut dire la famille de tous les êtres vivants. Ce qui fait que les Ouazalendo qui ont été tués, massacrés, si l'État congolais ne les protège pas comme les citoyens congolais, la CPI va les protéger comme citoyens du monde. Voilà, c'est ça le principe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur Carlos Mupili. Vous avez un poste, non? Oui, Kabiuma. Kabiuma. Oui. Donc, ici, la question, c'est quoi? Non, j'étais juste en train. Moi, je vais vous poser la question. Ne vous en faites pas. Oui. Kabiuma. Ça signifie quoi? Non. Oh, vous ne dites pas. On nous donne des noms comme ça, bon. Alors, merci beaucoup. Mais dans le couloir, je vais demander demain, je reviendrai ici pour vous dire Kabiuma signifie quoi. C'est ça, le fer. En Swahili? Fer. Fer à repasser? Non, fer seulement. Acier, oui. Ok. Oui. Ça, c'est en Swahili? En quelle langue? En Swahili. En Wabora? Non, Swahili. Quel Swahili? Il y a beaucoup de Swahili. Non, le Swahili est toujours... Il y a des Swahili. Il y a le Swahili de Sarouf du Kenya, de Tanzanie, et le Swahili de Maniema. Vous, c'est lequel Swahili? Bon, le Swahili de Kivu, non? De Kivu. Oui. Très bien. Et mon pili, c'est quoi? C'est un peu compliqué, là. Je ne sais pas. Comment ça compliqué? C'est un peu déformé, bon, c'est comme ça.
C'est Moupili, c'est ça? C'est Moupili. Moupili. Oui, mais ça signifie quoi? En tout cas, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Donc vous avez même des recherches pour maîtriser toutes ces doctrines, tous ces principes, tous ces textes, mais votre propre nom, aucune étude dessus. Non, ça, bon. C'est-à-dire que c'était déjà déformé. C'est pire encore comme c'était à l'état original. C'est ça. Merci. Alors, je vais vous poser des dernières questions. Parce que tout ça, ne vous en faites pas. Je vais résumer ça dans les tic au tac. Tout ce que vous avez entendu, je vais résumer ça en 2, 3, 4 réponses du tic au tac. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de vous déranger. Pour vous qui avez compris, parce que quand on parle en classe, vous comprendre les longo, vous comprendre en aparté, vous comprendre ce que la ligne tongo, à l'amuki, à jouer inspiration. Après. Mais il y a un problème. Parce que je vais compléter la chaîne des responsabilités pénales. Non, attends, il y a un mot là. Oui? Parce que j'ai entendu les gens dire que non, souvent il faut saisir la CPI. Non. Comme nous faisons partie des États partis des statuts de Rome de la CPI, le bureau du procureur exerce en permanence ses enquêtes sur tous les territoires congolais. Donc on n'a pas besoin de saisir le bureau du procureur. Ces enquêteurs, les enquêteurs sont là. Ils ont toutes les informations et ils ont leurs informateurs dans l'armée, dans la police, partout. Donc, mais quid de l'opportunité de poursuite? Quels sont les éléments déclencheurs de l'opportunité de poursuite par devant la Cour pénale internationale? Non, c'est simple. C'est celui qui peut saisir la Cour pénale, c'est d'abord le procureur. Il y a l'État, l'État parti, et les conseils de sécurité. Alors, à ce qui concerne le procureur de la CPI, lorsqu'il a de fait, je pense. Non. Nous, on travaille en collaboration. Ouais. Alors, dans le cas des informations, tout consort. Ok. Mais le procureur, lorsqu'il a des indices sur de culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, il saisit la chambre préliminaire pour qu'on puisse déclencher. Ce que je dis, c'est quoi? Parce que c'est comme si les poursuites se font sur base d'humeur du procureur. Parce que quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour nous qui ne sommes pas dedans, pour nous qui ne faisons pas partie, nous individus, bien entendu, qui ne faisons pas partie de l'administration pénale de la CPI, de nous rassurer que là, il y a l'équitabilité, là, il y a la justice, là, que les opportunités ne dépendent pas des humeurs, mais dépendent des principes. Quels sont les principes qui entrent en ligne de compte? Non, c'est simple, c'est comme toute justice du monde. Lorsqu'il y a la commission d'une infraction, l'ordre public est troublé. Là, on parle d'une infraction. Mais lorsque l'ordre public international est troublé, les cas par exemple de crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ou les crimes de guerre, le bureau du procureur met les deux enquêtes. Lorsqu'il trouve que oui, il y a le fait qu'on appelle les crimes de masse, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche les responsabilités. Lorsqu'il a les auteurs présumés, il fait quoi? Il lance les mandats. Bon, je voulais que nous puissions analyser un tout petit peu une approche d'ordre politique international. Oui. Parce que là, vous êtes purement dans le droit international. Mais je voudrais que nous puissions parler de la politique internationale comme un des acteurs qui peut influencer l'opportunité des poursuites. Parce que là, vous parlez principe. Mais moi, je voudrais revenir sur quelques aspects politiques. Est-ce que les États peuvent exercer une pression politique internationale pour des poursuites rapides ou lentes de la CPI? Bon, parfois on dit oui ou non. Oui, ça peut arriver. Vous savez que toute justice est toujours encadrée dans un environnement politique. Ça, on ne peut pas le refuser. On ne peut pas le refuser. Oui. Ça peut arriver. Mais il faut dire que pour être sélectionné,
comme juge à la CPI, il faut avoir de l'expertise et une probabilité. Lobbying aussi, de la diplomatie. Non, une probabilité et une probité morale aussi avérée. Mais seulement la question, c'est que beaucoup de gens Combien de se juges couvrent. noirs sont dedans? Non, nous avons d'abord un Congolais qui est là. Un Congolais? Oui, oui. Comment il s'appelle? Oh. Ah, mais c'est À me intéressant, poser ça. la question, vous m'avez fait oublier. Et d'ailleurs, même notre là, il est devenu le ménage général pour le tribunal pénal spécial du Bangui. C'est un auditeur congolais qui est là, qui est procureur. Parce qu'au Congo, nous, nos magistrats, ils ont vraiment de l'expertise. Parce que quand vous prenez un magistrat français ou belge, il a vécu les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ou les crimes de une année sans avoir siégé. Voilà, parfois ils apprennent ça comme ça, comme nous apprenons sans l'océan pratique. Indien ou tout consort. Ouais. Mais ici, nos magistrats militaires se sont déjà chevronnés. Ils en ont fait beaucoup d'enquêtes. Ils ont vraiment Mais l'expérience. est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire les États-Unis d'Amérique peuvent influencer une procédure judiciaire? Je parle des cas, les États puissants. Les États les plus puissants du monde peuvent influencer une poursuite. Oui, la dernière déception pour nous tous, c'est le cas de la Russie. On a vu ça. Oui. Alors que la CPI, c'est une juridiction de complémentarité, mais déjà, on a lancé des enquêtes sans qu'on ne puisse pas épuiser la voie interne. Ça peut arriver. Merci. Mais à notre niveau en Afrique, parfois on joue. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a eu Matiti Mboka, on affaiblit Mobutu sur les plans diplomatiques. Quand il y a aussi carnage, vous verrez des ambassadeurs venir intimider le président Fachi. Si vous osez, nous pouvons vous faire ceci, tout. Donc, c'est pourquoi quand on est président de la République, il faut être rigoureux et il faut sanctionner tous les éléments qui veulent violer les droits de l'homme. Parce que le dernier comptable, c'est toujours le président de la République. Est-ce que sous Joseph Kabila, il y avait aussi des actes relevant de la CPI recensés? Oui, il y en avait, mais on a connu. Parce que, où en sommes-nous? Non. Les Bosco Taganda, ils sont devant la CPI. Thomas Lubanga, il est devant la CPI. C'est des cas isolés. Je parle en termes de la responsabilité gouvernementale ou de la responsabilité institutionnelle, tel que ça a été fait avec le cas du carnage de Goma. Non. Vous savez, sous Kabila, il y avait déjà été un peu prudent. On a connu le cas de Kamuna Sampo, où on a établi de responsabilités jusqu'au niveau, à la source de la décision. Très bien. Et tout le monde a été entendu. Ok? C'est-à-dire quoi? Si vous voulez protéger les gens, il faut quand même les attendre. Ok? Parce que quand ils sont entendus et ils sont acquittés, ou ils sont blanchis, ou relaxés, directement on va dire quoi? No bis idem. Ok? C'est-à-dire, on ne peut plus revenir sur ce qui a été fait. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Mais en tout cas, on a travaillé sous Kabila dans le cadre de la sensibilisation. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de dérapages. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des gens qui ont infiltré les services pour connaître des cas de crimes et tout ça. Kabila doit être poursuivi à la CPI, que fausse commune de Maluku. Est-ce que les faits tels que de Chebeya et son chauffeur, Bazana, peuvent aussi relever de la CPI? Non, ça c'est une infraction. Ça, c'est une infraction. Ça, c'est une infraction. Alors, si je prends un cas, dans le cadre de ce qui a été fait avec Fidel, Chebeya, Bazana, on recense comme ça 50 cas, mais isolés. Ça peut faire objet de poursuites par la CPI? Non. Ok. Là, il faut que ce soit seulement des masses au même moment. Non. Attention. Oui. Lorsqu'une attaque généralisée a été planifiée, vous encerclez les hommes des étudiants. Ok? Ou bien le quartier général de la Mouka. Et vous les bombardez. Mais il n'y a qu'un seul mort. Ce n'est pas dire que parce qu'il n'y a qu'une seule victime, ça ne relève pas de crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'humanité et ça relève de la compétence de la CPI. Et même de nos juridictions, mais nos juridictions doivent plutôt observer le régime
du droit pénal spécial. Voilà. Très bien, c'est une précision détaillée, c'est ce que je voulais obtenir. Merci, professeur Carlos Mopili, pour la matière du jour. Nous sommes arrivés pour le premier sujet. À la fin, je voudrais que nous puissions rentrer du côté de la régie, prendre une vidéo de l'audience de ce jour à la prison militaire d'Indolo de Salomon Escadela, et de ce qu'a été son premier mot. On va revenir ici avec le professeur Carlos Mopili. On va essayer d'analyser d'abord les contours juridico-politiques, mais aussi la réqualification. Je veux dire, parce que oui, il y a eu qualification, mais en tant que professeur, il a le pouvoir de réqualifier ces infractions à son niveau, mais ceci n'ayant aucun impact ou aucune influence sur la procédure qui a déjà été ouverte. Régie se retrouve juste après. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà. Merci. Je suis malade. Je suis venu pour comparaître en dehors de la volonté de mes médecins. Autant la maladie peut m'emporter, autant ces procès de la honte, cette situation que je suis en train de vivre, peut m'emporter. Fin de citation. Procès de la honte. Je n'ai pas pris la réaction du ministère public qui a trouvé des arguments, comme dans ce droit. Sinon, on aurait aussi balancé pour essayer de faire le contrepoids. Mais ce qui m'importe, c'est que ces premiers mots, plusieurs mois après, de Salomon Escadela. Professeur Carlos Mopili, d'abord, il a été amputé à Salomon Escadela la charge du port illégal d'armes. Après la déclaration de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo que l'arme appartenait à l'un de ses gardes, cette infraction n'a pas été reprise par le ministère, par la Cour. Et à ce jour, on a trouvé d'autres infractions, notamment être en connivence avec les ennemis. Pourtant, ce sont des infractions certainement qu'on aurait vu après la première infraction principale pour laquelle a été poursuivi Salomon Escadela, après avoir checké à ses téléphones. Mais avant de checker ses téléphones, cette infraction n'y était pas. Et je crois que comme acteur et praticien, je m'excuse, du droit, vous suivez de très près cette situation. Je vais avoir votre lecture politique, je vais avoir votre lecture juridique, je vais avoir votre lecture juridico-politique, mais aussi je vais avoir une analyse sur les enjeux de ces procès. 3 minutes. En tout cas, ce serait un peu difficile. D'abord, ça fait un peu trop mal. Très mal. Oui. Vous savez, je suis défenseur des droits de l'homme depuis longtemps. Passez un peu la voix. Je suis défenseur des droits de l'homme depuis longtemps. Et je disais ça à mes amis, qui sont aujourd'hui les chanteurs, les chantres de ce régime. Je leur disais qu'il faut éviter le cercle vicieux. C'est que tout peut être victime des violations des droits de l'homme. Moi, j'ai eu la chance, avec Rado, j'étais à côté de Issenabré, le président Issenabré, qui plairait comme ça, comme un enfant, à Dakar. Non. Lorsqu'on est au pouvoir, c'est le moment de mettre tout en place.
des institutions judiciaires indépendantes Et forte. et dans le respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je voulais d'abord présenter ma compassion envers Salomon Sikadela, envers Mike Mukibai honorable, envers Bernabé, hein? Milingagno. Oui, envers Stani, ok? Stani Boujakera. Et les autres. Vous savez, je suis professeur de droit, mais je vais vous dire une chose. J'ai la tête de professeur agrégé en droit. C'est que j'interroge pourquoi les juristes congolais font la honte. Pourquoi ils sont intelligents sur le banc avec des bonnes cotes. Pourquoi les professeurs de droit font des syllabus intelligents, mais lorsqu'ils sont au cabinet, lorsqu'ils sont à la cour constitutionnelle, lorsqu'ils sont incompétents. Parce que la compétence, c'est le savoir-faire opérationnel. Je me dis, il y a quelque chose. C'est que dans la fac du droit, on se limite à communiquer que les savoirs. Et on laisse le savoir-faire et le savoir-être. Louis France. Oui, professeur. Faites votre investigation. Demandez au ministre de la Santé, les gens de la présidence, hein, vous avez des amis là-bas, s'ils peuvent avoir le courage d'appeler un médecin, Angaliema ou bien Mamaemo, que monsieur le médecin, vous pouvez faire avorter ma copine. Ils n'auront pas ce courage-là. Pourquoi? Parce que les médecins sont sérieux, ils ont la haute personnalité. Que nous, les juristes, nous n'avons pas la forte personnalité. C'est facile que quelqu'un de la présidence appelle un procureur général pour lui demander de libérer un chèque, de libérer un kidnappeur. Mais il ne peut pas le faire pour un médecin. C'est facilement des instructions mal données, même ne venant pas de gens ayant qualité. Voilà. Et on dit, non, nous sommes en politique et tout qu'on soit. Le médecin, quand il reçoit même le président de la République, même un ministre, il va lui dire, pour vous faire une piqûre, vous devez faire ça. Déshabillez-vous. C'est ça. Oui. Mais c'est le principe professionnel. Mais c'est ça. Le ministre des Finances, nous avons vu, depuis Sélé, depuis Matata, depuis même l'actuel, ça peut arriver que le président demande même, pour une institution, pour un ministre, qu'on puisse libérer les fonds. Mais le ministre des Finances, il va dire, non, je ne peux pas. Parce que lorsqu'ils ont fait ceci, ça peut causer facile des conséquences. Les économistes, quand même, ils ont quand même une petite personnalité. Mais pourquoi pas seulement nous? C'est tout simplement parce que quand vous allez même à la haute colline, la faculté où il n'y a pas la viabilité morale, c'est toujours dans la faculté des droits. C'est là où vous verrez des gouverneurs qui sont en province, mais qui distinguent à l'unique. Suivent les cours à distance. On ne sait pas si c'est par téléphone ou par quoi. Tous ces D4 ou D6 du Parlement, ils viennent acheter des diplômes des droits. Jamais en médecine, jamais en polytechnique. Donc nous avons un sérieux problème. Et nous devons confesser ça. Et nous devons créer une nouvelle génération de juristes. Très bien. Donc le mal commence par là. Deuxième chose, le magistrat devrait quand même s'amender. Parce que parfois vous faites ça, vous croyez que c'est pour faire plaisir au président de la République. Mais le président de la République, lorsqu'il passe dans une émission... S'il vous plaît, il y a un souci technique là. Désolé pour ce petit problème technique. Allez-y. Vous croyez que vous serez le plus aimé, mais le président de la République lui-même lorsqu'il passe dans une émission, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à la justice, il dit non, nous avons une justice médiocre. Revenez maintenant sur les cas. Alors, par rapport à ça, voilà le grand principe. Lorsqu'on parle des droits pénals, les droits pénals n'est pas une vengeance de la société contre un délinquant, non. Très bien. Les droits pénals deviennent une science où les gens font 5 ans, c'est tout simplement parce que il faut concilier la volonté de réprimer et en même temps le respect de la dignité humaine, les droits de l'homme, les droits
de la défense. Très bien. C'est là où ça devient une science complexe. Donc, quand on est magistrat instructeur, on instruit à charge et à décharge, mais dans le respect de la procédure. Qu'est-ce que la procédure vous demande? La procédure vous demande d'ouvrir une action publique que lorsqu'il y a la commission de l'infraction. Parce que c'est l'infraction qui irrite la société. Et le ministère public, il est là l'avocat de la société. On ne poursuit pas d'abord un individu et on cherche les infractions après. On poursuit l'infraction. Une fois établie, on cherche l'auteur. Parce que ça peut être... L'auteur ne précède pas l'infraction. Oui, oui. Parce qu'il y a des auteurs apparents. Et les auteurs commanditaires ou intellectuels. C'est pourquoi il faut d'abord qu'on cherche les faits infractionnels. Troisième chose, il faut respecter le principe général des droits pénals. On parle du droit à la présomption d'innocence. Le principe du dubio in pro reo. Les doutes profitent à l'accusé. Ce n'est pas parce qu'il faut seulement arrêter quelqu'un et condamner qu'on fait une bonne justice. Non. Là, on ne fait plus une bonne justice. Alors, par rapport à ce dossier qui est en instruction, vous connaissez, vous avez appris les droits. On ne peut pas entrer là-dedans pour vous éviter qu'on puisse dire que nous sommes en train de commenter. Divulguer les secrets de la procédure. Mais ce qu'il faut dire, étant que défenseur des droits de l'homme, en voyant un malade être jugé, je me pose la question. Parce que depuis l'article 4, 27 du Code de procédure pénale, vous dit clairement, pour mettre quelqu'un dans un état d'arrestation, parce qu'il est sous map. Déjà, il n'est pas sous map, il est déjà devant le tribunal, il est devant son juge. Mais avant qu'il soit devant le juge, il a été mappé, non? Pour qu'on mappe un inculpé, qu'est-ce qu'il faut faire? On vérifie, s'il y a les indices sérieux de culpabilité. Et les indices sérieux de culpabilité, c'était par rapport à l'infraction de port illégal d'armes. C'est là. Donc on ne peut pas réfléchir autant. Mais nous regardons comment les choses se font. Mais comment se sont ajoutées d'autres infractions qui l'ont conduit à un MAP? Pourtant, l'infraction principale ne tenait plus, a été dénoncée, n'a pas été reprise par la Cour. Mais c'est là où nous nous interrogeons tous. Et nous avons honte. Parce qu'il y a tout, on peut tout oublier, mais pas les syllogismes juridiques. C'est le mot-clé de la méthodologie juridique. Mais selon vous, c'est quoi le vrai problème? Je dis, comme le dossier est en instruction, on les fait avec réserve. Ok? Mais la question, c'est de dire ce que lorsque le Messie, il n'y a jamais eu la présomption de culpabilité, ça n'existe pas en droit pénal. Il n'y a que la présomption d'innocence. Lorsque l'auteur est présumé innocent et qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, et surtout que son identité est connue, que sa faute n'est pas à craindre, il doit jouir de ses droits et libertés fondamentaux. Pourquoi ne pas le laisser libre et qu'il vienne se présenter? Ne fût-ce que ça. C'est la moindre des Autre chose. Je suis doctrinaire en matière du droit de la preuve numérique. Très bien. C'est-à-dire, lorsque vous voulez présenter des preuves qui proviennent de téléphone, vous êtes déjà dans ma doctrine. Très bien. Votre point de vue? Qui existe depuis 2016, avant que la loi portant code du numérique arrive. Il y a 3 mois. Oui. C'est que il y a un problème de recevabilité des preuves. Toute preuve obtenue en violation de la loi, ok, cette preuve sera déclarée irrecevable. Comment ça? Et le juge ne peut pas fonder sa conviction sur cette preuve-là. Comment ça? Vous êtes là, vous avez acheté à votre épouse, chère épouse, un téléphone, smartphone très cher,
et votre épouse a mis son code, mot de passe, vous, par jalousie, vous venez, vous fouillez son téléphone à son insu. Et vous attrapez les images d'infidélité compromettantes. Et vous venez devant le juge pour présenter ces preuves que voilà ces photos ici. Comme Je suffisant les ai trouvées pour ouais. établir l'infraction d'adultère. Ça suffit pas. Mais c'est vous qui serez arrêté. Parce que vous avez obtenu ces preuves en commettant une infraction. Donc on ne peut pas se fonder, on ne peut pas fonder une légalité dans l'illégalité. Mais c'est ça. Lorsque j'enseigne les cours d'administration de la preuve, on vous dit en matière pénale, il y a le principe de la liberté de la preuve. Mais attention, la liberté de la preuve, mais son administration n'est pas libre. Parce qu'il faut respecter la procédure légale pour obtenir ces genres de preuves. Vous ne pouvez pas présenter des preuves obtenues sur base de la torture. Très bien. Ok? Vous avez pris le téléphone de quelqu'un et vous commencez à accéder dans son téléphone. Est-ce que vous avez eu l'autorisation préalable? Très bien. Tout Est-ce ça, qu'à ce sont ce des jour, faits. le preuve présentée par le ministère public via un checking du téléphone de Salomon Escadela sans autorisation ne suffit pas pour fonder la conviction du ministère public? Non, c'est-à-dire toute preuve, je reviens, toute preuve obtenue dans l'illégalité, ok, ne peut pas être... Ça pose les problèmes de recevabilité. C'est un de argument, cette c'est un preuve. argument solide. Je pense que les Non, avocats et puis, en compte. parce que les gens qui nous suivent doivent savoir que le juge vise ce qui est juste et non ce qui est vrai. Mais en Et cas- parfois, ce qui est juste n'est pas nécessairement vrai. Est-ce qu'on peut se fonder sur un mandat de perquisition qui aurait été signé par le ministère public, enfin par la haute cour, pour checker les téléphones de Salomon? Est-ce que ça peut être ça l'argument pour la cour? Dire nous avions un mandat de perquisition et c'est sur base de ça que nous avions checké les téléphones. Ça, on aura lorsqu'on aura devant le fait. Hein? Ce Parce qu'il y a sont des des éléments qui éléments. vous échappent aussi. Bon, et puis moi, j'aimerais parler en termes généraux. Hein? Pas assez Comme des fouillant. règles. Oui, oui, pas assez fouillant sur les dossiers vraiment. Hein? Proprement dit. Proprement du Salomon. Pour vous éviter hein? Merci. De ceci qu'on est en train. Mais il faut encore dire qu'il est malade. Et lorsque quelqu'un est malade, il a droit à la liberté provisoire. Parce que ce que les gens oublient, c'est que Il faut voir quand même la compassion. même pas la compassion, on est juriste. Dans l'exposé des motifs, on avait déjà consacré le respect des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme est là. Cela veut dire, Comme un principe sacro-saint. oui, ces instruments juridiques internationaux en matière des droits de l'homme fondent déjà ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et ça a la primauté, la préséance sur le code pénal. Très bien. Merci, maître Carlos Mopil. Mais vous aimeriez qu'on vous appelle prof ou maître? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on ne peut pas vous appeler les deux. Non, même. ici Ça, sur le c'est- pla- il y ici a une sur- incompatibilité. Non. Ici sur le plateau, je parle comme professeur. Oui. Ok. Parce que comme maître. Non, mais vous-même, d'abord, parce que vous avez des titres maintenant. Vous voudrez vraiment qu'on vous appelle. Parce que les gens sont nombreux à nous suivre. Vous êtes à l'aise qu'on vous appelle qui? Maître ou professeur? Non, les deux, c'est Non, il faut choisir qui va appeler maître et professeur. Non, quand même. On est au Congo. J'ai vu mon aîné là qu'on l'appelait. Professeur, docteur. Excellence, professeur, Professeur, docteur, docteur, maître, maître. tel. C'est qui? Ah non, je Non, te le il donne. connaît, et pasteur, il ajoute aussi. Révérend pasteur. Révérend pasteur. Voilà. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, maître Carlos Mopili. Mot de la fin, avant de nous séparer, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous devons aimer notre pays. Et quand on aime notre pays, nous devons respecter les lois de la République. Et aussi, en tant que défenseur des droits de l'homme. Je voulais oublier, où est passé le professeur Kodjo? Non, il est là, on est avec lui. Ouais. Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, on peut être fort, mais demain,
on peut être victime des violations des droits de l'homme. C'est parfois, nous, on se dit pourquoi on a choisi ce métier de défenseur des droits de l'homme. Parce que quand ces gens ils sont au pouvoir, ils nous disent que nous sommes les pions des ambassades, des ONG. Mais ils tombent, première chose, ils pensent aux défenseurs des droits de l'homme. Ces pays, on a déjà tout vu. Ok? On a déjà tout vu dans ces pays. On a vu l'homme fort qui Kabound être condamné. Hein? On a vu le conseiller spécial en matière de sécurité. Les deux d'ailleurs, François Béa et puis l'autre qui était victime même. Ce sont des cas d'école. Hein? Oui, l'autre ici, le deuxième est là. Qu'on a pris même ses photos dans son téléphone. Évidemment. Imaginez-vous jusqu'à ce niveau-là. Donc, quand on est là, c'est le moment de bien arranger les choses. Parce que vous savez, même les coups d'État qui se passent en Afrique, c'est tout simplement parce que le même président, ils ont affaibli la justice. Mouzé a prêté serment devant qui? Devant la Cour suprême de justice de Mobutu. Mais vous croyez vraiment qu'aux États-Unis, un général peut faire un coup d'État et il va prêter le serment devant la Cour de justice? En France, vous pouvez faire un coup d'État, vous êtes général. Ça ne fait pas parce qu'on a une justice forte. Ouais. Donc, les amis qui sont au pouvoir, laissez la justice forte. Et soyez humbles. Parce que cette justice forte et indépendante, elle sera votre bouclier demain. Merci, professeur Carlos Mopili. Parce qu'on a fait ça conseil, on a fait ça un conseil na rotation. On a fait ça un conseil. Donc ce conseil n'a pas été un conseil. Comment les Congolais? Congolais, kokanisa te ke yo bandi mokili. Arambo tout au Salema na Congo et c'est Salema déjà dans le monde. Yeba revivre na bato. Ata caporal, ata masua, ata coiffeur, ata moteki mbala, ata moteki madi. Yeba o respecter. Mutarobi sayo. Tikotak, on se retrouve juste après. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Vrai ou faux, tu as que carnage au Esalemaki na Est, na Goma, ils allaient relever na compétence, il y a Cour pénale internationale. Ouais, ils ont solo. Très bien. Parce que c'est qualifié de crime de masse. Vrai ou faux, il faut Cour pénale internationale et kanga ba auteur nango. Non, pas dans... Et poursuivre ba auteur nango. Ces pays peuvent les poursuivre, ceux qui juridiction interne et sali en côté. Oui. Vrai ou faux, ils allaient la compétence à ces pays. Oui, ils allaient la compétence à ces pays. Vrai ou faux, ces pays à poursuivre ba auteur nango. Dans le principe de complémentarité, ceux qui justice congolaise et sali complaisance. Oui. Après procédure nuance. Vrai ou faux, ces pays et poursuivre ba auteur nango. Mais en cas de complémentarité, c'est ce que je veux dire. Après complémentarité ou après instruction interne, vrai ou faux, Cour pénale internationale et pour poursuivre les auteurs nango. Ça dépendra des enquêtes du procureur. Vrai ou faux, mon Konzambo a fait ce qu'il y a dans la part et la responsabilité yo en tant que professeur de droit, avocat de son état. Chercheur en droit, oui, ça va congolais lelo que mon konzambo canabiso Félix Sekedi azape na part la responsabilité na yé na marambo etaleli carnage à Goma vis-à-vis à ces pays. Oui. Très bien. Un jour, ce qui mon konzambo kazali poursuivi devant la Cour pénale internationale et que na degré ni. Degré, c'est-à-dire quoi? À quel niveau responsabilité na yé à quel niveau? Non, j'ai dit
Chef militaire. Chef militaire. Très bien. Si c'est établi, il faut toujours me dire si c'est établi. Après avoir été établi, tu as une conclusion. Ok. À part mon konzambo kanabiso Félix Tshisekedi, nani mususu oyo akozala poursuivi ou aza poursuivable dans ces pays par rapport à la situation à carnage à Goma. Bon, bato il faut bazali na responsabilité ya ko landisama ou d'être poursuivi par les sources à l'auditeur général. Pardon? Les sources à l'auditeur général. Pour qu'il puisse établir les sources et les décisions. Très bien. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Sozalaki, procureur. Il y a ces pays. Ba poursuite pour Nayo. Il y a situation à Goma. Les lois ont commis procureur à ces pays. Poursuite pour Nayo dans la situation à Goma. Il fallait qu'ils aient combien de temps pour procédure à la déclencher. Pour Nayo, il y a combien de temps? Ceux qui ont procureur à ces pays. Oui. Ah, là, c'est difficile à répondre. Tu es dans le Bible, hein? Tu es un professeur à droite. Les lois ont grâce au commis procureur dans ces pays. Ce qu'il faut réprimer carnage à Goma. En principe, à partir du moment où il y a commission, il y a combien de temps? Bon, en tout cas, poursuite, c'est ça, 2 ans, 3 ans. Il y a une intime conviction à yo. Ce qui est point de vue na yo. Il y a combien de temps? Non. De la question? Non, les droits. Les droits répondent. Les droits n'est pas comme la philosophie. Hein. Les droits n'est pas les souhaits. Les droits n'est pas les souhaits. Les droits exécutable volontaire. Les droits, c'est toujours les faits. C'est-à-dire, à part les faits, volonté à Batupé et Zanakati. Tu es d'accord que Nakati, principe est gozal. Mais volontairement, il meurt à mon. Donc, vous savez pourquoi les enquêtes s'attardent? Ceux qui, par exemple. Non, c'est-à-dire. Quand on a volonté, si on a procureur dans ces pays, et qu'il faut réprimer, et là, il y a Goma. Bon, non, là, ma question, il y a ceux qui sont conditionnels. Je suis un peu mal placé. S'il y a poursuite pour la situation à Goma, en tant que Carlos Mopili, ils ont combien de temps pour les déclencher? Non, pour moi, je voulais que justice nabiso nationale, hein, le coup les alliés à tous les instruments. Mais pourquoi vous voulez la CPI? C'est pas grave. La CPI, les gens sont jugés là en veste et en cravate. Moi, j'aime que les gens soient jugés ici. Yo lié à la CPI. CPI. On déplace sur ça la moins confiance. Mais la CPI, les gens, le bazar là-bas, veste et là-bas, cravate. Politique et les makasi. La moment où on commenter pour politique et makasi, on a libanda. On a des hommes qui ont moins confiance. En tout cas, j'aime ma tête. Il faut épaisser ça combien de temps? En tout cas, tant sur la commission jusqu'à ouverture de la banquette, ça prend toujours 2 à 3 ans. Tu pour vous souhaitez combien de temps? Vous souhaitez ce que vous souhaitez. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Si c'était à refaire, comme professeur de droit, à quel niveau ou dans quoi Félix Tshisekedi a raté atterrissage naïe pour une justice forte dans Bokanabiso? Qu'est-ce qui lui a manqué? Qu'est-ce qu'il a manqué, pardon, en 5 ans? Il lui manquait quoi pour créer une justice forte? Et il a raté à quel niveau? Moi, je trouve qu'au début, il devrait miser sur la méritocratie et sur la sanction. Sur la sanction. Très bien.
Est-ce que les lois allaient fiers la justice et mboka na biso sous Félix Tshisekedi? Le même a dit il n'est pas fier avec la justice, comme tout le monde. A mandaté pe mututé. Yé a pesaki point de vue na yé. Nazo mona batons bo se fondo président lo bagité mutamta lo bayaye. Botika pe président alo bayaye azape na droit. Azana droit ya koloba makamu na ye. Ngape na droit koloba makamu na. Malheureusement ce ya biso ngasoki na lobby et commis infraction. Mais yé na lobby wana. Ezana mo infraction te et osala likambo te. Ngape na zongeli siko question. Est-ce que yo personnellement vous êtes fier de la justice sous Félix Tshisekedi? Non, en tout cas, je ne suis pas fier. Okay. Et puis, les magistrats ils ne sont pas bien encadrés. Ils doivent aussi être bien encadrés socialement et aussi techniquement. Comme professeur de droit, la justice sous Félix Tshisekedi sur 10 au PC est combien? Un secteur de la justice. Justice, les lois? Oui. Ah, 3 sur 10. Hein? 3 sur 10. 3 on a mérité, on a acte ni. Pour avoir fait quoi? Non, c'est-à-dire il y a des dossiers judiciaires qui partent, qui sont bien traités. Grâce à ça, il peut avoir 3 sur 10. Non, j'ai dit justice, secteur à justice, les lois, ok? Il y a des contentieux, des litiges hein, entre les parties. Hein? Parce que net maman vandi azana ngaba, azana mateta, azana lemba. Ana besoin de yeba ndaku net ndaku ninyo yo yebike. C'est grâce à Ndagwana et puis c'est quand même 1 sur 10 et puis grâce à la situation telle et puis c'est 1 sur 10. Non, non. En tout cas, la plupart des contentieux qu'on a, hein, n'a pas contentieux, il y a droit foncier. Il y a droit foncier, c'est belé. Donc, je vous donne un cas. Vous savez que il y avait un procès, il y a... Non, non. Mais là, non, 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 tribunal à grande instance, il y a Gombe. Avocat, conseiller à président, Ayaka pour que Denis Kadima a un jugement qu'on lui reconnaît comme président à Séné. Contre décision Izalakina, assemblée, et désigné comme Malonda. Mais Bissoutou Zalaka ba avocat. Mais à obtenir à Kangote. Mais quand il va président Sénit, il est l'autre. C'était avant. Ça dit tout blocaka. Il y a un dossier vous savez il y a combien de dossiers judiciaires aujourd'hui? La justice to évaluer on a un dossier disparate il faut avoir grands enjeux. On a penagé ndeko président bakangi asali pe makala mwana nkasa tata mwasa président bakangi asali makala maman président bakangi asali makala. Je prends un exemple, président Yemoko accueilli basali ozomona quand même qu'il y a tout le monde est flexible. Justice ezaka côté moko des dossiers judiciaires il y a intimidation, pression. C'est des dossiers souvent des dossiers politiques. Ok. Toi avancer. Ok. Des partis biso to banga kao. Oh. Tu n'auras pas la l'aise période. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Vrai ou faux à ce jour? Après avoir géré 18 ans, Joseph Kabila est allé poursuivable devant la CPI. Non. Faux. Il n'y a aucun fait. On a recherché, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Très bien. Comme professeur de droit et chercheur dans le droit international, droit pénal international, les lois sous Félix Tshisekedi ont recensé combien d'actes répréhensibles relevant de la Cour pénale internationale? Les lois. Nous avons Kaya massacre de Katangé na Kolwezi, Kasumbalesa. Très bien. Soit disant que Bazaki Bakatakatanga. Nous avons Ka Oyo ya massacre au Moussou ya Goma. Oyo tu Salema. Bon. Et d'autres qui peuvent être arrivés à un niveau de tentative. Hein? Par exemple, Zaki Boma député Tika Nyoka. Nyoka, on a vu la Kinshasa. Hein?
parce que c'était aussi des attaques planifiées, généralisées, hein, faites par les militants, mais qui, voilà, un peu quelque. Yo, en tant que gardien, il y a droit de l'homme. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il y a très respectueux dans Mambo et les droits de l'homme. Oh, ça va, question, il y a entre Kabila. Oui. Mais là, il a droit de l'homme. Pliez papier. Monsieur Sili. Sili.